Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la réparation de ce gros instrument HP, un 4194A. C'est un instrument que je qualifierais d'instrument à double emploi, puisqu'il permet de réaliser deux grands types de fonctions. La première, c'est la caractérisation de composants passifs, donc résistance, inductance, condensateur, sur une plage de fréquence allant de 100 Hz à 40 MHz. C'est donc un instrument qui permet notamment de tracer l'évolution de l'impédance d'un composant au fil de la fréquence. La deuxième grande fonction que permet de réaliser cet instrument, c'est d'analyser la réponse d'un système en termes d'amplitude et de phase. C'est cette section de l'instrument qui le permet. L'instrument va normalement générer un signal sinusoïdal d'amplitude configurable mais fixe et de fréquence cependant variable entre donc 100 Hz et 100 MHz cette fois-ci. Ce signal va être injecté sur par exemple un amplificateur et puis la sortie de cet amplificateur va être renvoyée vers l'instrument qui va donc apprécier comment cet amplificateur affecte le signal en termes d'amplitude et de phase. Donc cet instrument, il a un défaut majeur qui porte sur l'affichage. A priori, toute la partie mesure est pleinement fonctionnelle, mais on a un défaut sur l'affichage qui, vous le verrez, se traduit par une difficulté à aller, je dirais, naviguer dans les menus, puisqu'il manque des sections de l'affichage. C'est un instrument qui m'a initialement été confié avec une couleur manquante. A priori, il n'y avait plus de vert sur l'affichage, ce qui compromettait sérieusement la lecture de ce qu'on appelle les soft keys. Le soft key, c'est la zone tout à droite de l'instrument où on a des touches dont la fonctionnalité dépend du contexte de l'instrument, des menus dans lesquels on se trouve. Ça compromettait sérieusement le fonctionnement de ces soft keys. Et puis en creusant un petit peu, je me suis aperçu que le symptôme, c'était pas juste une couleur manquante, c'était un petit peu plus bizarre que ça. C'est une ou plusieurs sections de l'affichage qui semblent ne pas être tracées sur le tube cathodique. Et puis le symptôme, il a aussi un petit peu évolué avec le temps. Maintenant, j'ai en plus un espèce de bruit numérique qui se rajoute sur l'affichage. Alors, ce que j'appelle bruit numérique, je l'opposerai à la neige. La neige qui est le bruit analogique qu'on pouvait avoir sur les télés quand ça captait mal. Là, c'est pas de la neige, c'est plutôt une distorsion numérique parce qu'on a l'écran qui se découpe en sections, verticales, horizontales. Pour moi, on a plutôt affaire à un problème de nature numérique que de nature analogique. Je soupçonne pas l'ampli vidéo, je ne soupçonne pas le tube cathodique, etc. Donc je vous propose, sans plus attendre, d'aller tenter de circonscrire le problème au niveau de la carte, et évidemment comme on le fait sur cette chaîne, jusqu'au niveau du composant, et de voir si c'est possible de rétablir un affichage nominal sur cet instrument. Commençons cette analyse par jeter un œil à l'architecture de la partie numérique de cet instrument. Alors on le voit, on a principalement deux cartes processeurs, la carte A6 munie du CPU A et la carte A8 munie du CPU B. La carte A6, elle s'appelle le Data Manipulation Processor et la carte A8, c'est le Measurement Control Processor. On a entre ces deux cartes A6 et A8 une troisième carte qui est la carte A7 sur laquelle on trouve une mémoire RAM partagée qui peut être accédée à la fois par le CPU B et le CPU A. Mais le contenu de cette mémoire partagée, il peut également être accédé par un troisième processeur qui est le GDC, le Graphical Display Control. C'est en fait une puce dédiée au contrôle et à l'affichage vidéo. On a également sur cette carte A7 une puce qui gère l'interface GPIB, et puis notre GDC a également à disposition de la VRAM, de la mémoire vidéo. La finalité de cette carte A7, c'est de générer des signaux à destination du tube cathodique, ou plutôt des amplificateurs vidéo et du tube cathodique. Ce que génère cette carte, ce sont en fait principalement deux signaux de synchronisation, H-Sync et V-Sync, donc synchronisation horizontale et verticale, mais également des signaux de couleur R, G et B, chacun codé sur 2 bits. Il y a donc de grandes chances que le problème soit circonscrit à cette carte A7, puisque, vous l'aurez compris, je ne soupçonne pas la partie analogique. Au vu de la nature du bruit et de la nature du trouble qui affecte l'instrument, je ne vais pas forcément m'aventurer dans la partie section tube cathodique.
On a donc la chance pour cet instrument HP de disposer d'un manuel de service avec notamment une section dédiée à la carte A7. On y retrouve des informations qu'on avait déjà, à savoir que y a de la mémoire partagée, qu'il y a un système d'arbitrage entre CPU-A et CPU-B. On a une puce, le GDC, qui est une puce de chez NEC pour contrôler toute la partie vidéo. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes. On voit que la mémoire vidéo, donc la VRAM, elle est découpée en 5 banques numérotées de 0 à 4, et on a à chaque fois les désignateurs des puces qui sont impliqués dans chaque banque de VRAM. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? On a des infos notamment sur comment s'opère le transfert de données entre CPU-A, CPU-B, l'arbitrage d'accès à cette mémoire partagée. Et puis, on a, pour moi, les deux paragraphes, en fait les deux seuls paragraphes finalement qu'on a, qui nous apprennent notamment donc que cette section GDC de la carte A7 fournit au tube cathodique des signaux de synchronisation horizontaux et verticaux, que la puce NEC, le GDC, spécifie l'adresse sur une largeur de bus de 16 bits pour aller prendre la data dans les VRAM, et il y a aussi une opération, une conversion parallèle vers série qui s'effectue. On obtient ici visiblement quelque chose de codé sur 5 bits. L'information relative à la couleur, elle est ajoutée par un étage qui s'appelle le color map RAM, ce qui permet de rajouter un 6e bit dans cette trame série pour en faire un signal RGB, et la sortie est ensuite poussée vers la section à tube cathodique. Pour moi, l'info la plus intéressante, elle vient après. On nous dit que la mémoire vidéo c'est découpé en 5 sections, que la trace A, donc les données de mesure, sont stockées dans la VRAM 0, la banque 0, les données de la trace B sont stockées dans la banque de VRAM 1, et puis après on nous dit que les données pour les autres traces, la graticule, etc., autrement dit peut-être les menus, sont stockés dans les banques de VRAM 3 à 5. Donc on ne sait pas précisément ce que font les banques 3 à 5, mais on sait que c'est pas de la data, on sait que c'est pas des traces. Et info intéressante, déjà, on sait que les traces A et B, elles fonctionnent correctement. Donc là, tout de suite, j'ai pas envie de soupçonner les banques de VRAM 0 et de banques de VRAM 1, mais je vais plutôt aller soupçonner de 3 à 5, même si on ne sait pas précisément ce qu'elles font. Voici la deuxième page du schéma de la carte A7, là où il y a le plus de choses qui nous intéressent. Alors accrochez-vous, j'ai essayé de mettre des couleurs pour découper les fonctions qui nous intéressent. La première ici, en vert foncé, c'est le GDC, c'est la fameuse puce de chez NEC, qui permet de faire la gestion de l'affichage vidéo. Ensuite, ici, dans un cadre bleu marine, bleu foncé, j'ai entouré le premier bloc de VRAM, à savoir le bloc VRAM 0, et c'est ce bloc qui est répété à l'identique, vous le voyez ici, VRAM 1, 2, 3 et compagnie, où on nous dit « the same as VRAM 0 circuit ». Au sein de ce bloc de VRAM, je tentais de faire un découpage fonctionnel. Ici, le premier bloc en rouge, ce sont des transceivers de bus bidirectionnels. Ce sont des choses qui permettent de sélectionner la direction du transfert, donc des VRAM vers le GDC ou du GDC vers la VRAM, et également d'offrir un état haute impédance. En fait, des transceivers de bus tri-state. Il y en a deux, puisque c'est un bus de 16 bits, et chacun de ces transceivers va gérer une portion basse ou une portion haute du bus. Ensuite, dans l'encadré orange, ce sont nos 4 puces de VRAM. Donc c'est vraiment là où s'effectue de façon pratique le stockage des données, et on voit que chacune des VRAM prend à sa charge 4 bits du bus de données. Le bus d'adresse, il est quant à lui commun et connecté en permanence sur les VRAM. Et puis le dernier bloc ici, en bleu clair, bleu ciel, ce sont les fameux registres à décalage qui vont opérer la conversion parallèle vers série dont on nous a parlé précédemment sur le manuel de service. Vous le voyez ici, on a sur ces registres à décalage, ici la portion haute du bus de données, là la portion basse du bus de données. Vous voyez que la sortie du registre à décalage n-1, elle est poussée vers le registre n, et puis ici, tout en bas, on a la sortie qui s'appelle VS1. Donc on a ici la sortie sous forme série de notre première banque de VRAM. Et vous le voyez que cette opération, elle est répétée pour les autres banques de VRAM. On a les sorties VS2, VS3, etc. jusqu'à 5. Ces sorties vont atterrir ici, sur un étage que je n'ai pas encadré en couleur, mais qui s'appelle le Color Memory Map. C'est ici qu'on vient rajouter un 6e bit qui va permettre de coloriser, je dirais, le contenu de la VRAM. Donc je serai assez partant pour
vérifier dans un premier temps les signaux de contrôle et de sélection des banques de VRAM, puisque ces VRAM sont accédés par le GDC. On a ici quelque chose que j'ai encadré en vert pomme, que sont des portes logiques, on appelle ça de la glue logic, qui va permettre d'effectuer de la sélection. C'est de la logique combinatoire, hein, tout simplement. On voit qu'ici, on a des signaux de sélection pour chacune des banques de VRAM. On a ici GE0, GE1, 2, 3, 4, qui sont les signaux ici de sélection d'accès au VRAM. Et je serai assez chaud pour vérifier si on a un fonctionnement correct de cette glue logique et de la sélection des VRAM. Alors par chance, les puces qui génèrent les signaux de sélection des banques de VRAM, elles sont relativement accessibles, à savoir qu'elles sont vers le haut de la carte, ce qui me permet de ne pas avoir à faire d'instrumentation spécifique ou à placer la carte sur un board extender. D'ailleurs, il s'avère que je n'ai pas le bon board extender, j'en ai pour d'autres instruments HP, mais celui-là, j'ai pas, donc c'est une chance. Là, ce qu'on voit sur l'oscilloscope, c'est le signal de sélection de la VRAM 0, donc première banque. On va aller voir VRAM 1, qui est ici, 8, 9, 10, 11, voilà. Donc un signal d'apparence, les deux signaux se ressemblent, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui semble être à l'état haut au repos, et puis sélection à l'état bas. On va aller voir la banque suivante, la 2, donc c'est U10, alors je lis le schéma en même temps sur l'écran de mon ordinateur. Donc U10, broche 11, 8, 9, 10, 11. Et alors là, c'est intéressant parce que l'oscilloscope ne déclenche pas. L'oscilloscope, le déclencheur est en mode normal, pas en auto. Je vais le mettre en auto pour voir. Et vous voyez que j'ai une ligne qui reste bloquée à l'état haut. On repasse en mode normal. J'ai pas de déclenchement sur l'oscilloscope. Donc ça, je trouve que c'est suspect. Alors après, c'est difficile de tirer des conclusions parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi servent les banques vidéo. On va aller voir l'autre. GE3, c'est le signal 8 de U10, donc c'est ça. Et à nouveau, vous remarquerez que j'ai une ligne numérique qui reste bloquée à l'état haut. Ce qui pour moi est suspect, ça fait deux banques vidéo qui ne semblent pas être sélectionnées. On va aller voir la dernière, GE4, donc c'est la broche 11 de U11. 8, 9, 10, 11, on est ici. Oh, oula. Ok, alors là j'ai de l'activité, vous voyez. Alors c'est pas moi qui bouge, hein. Je vous assure que je ne bouge pas ma sonde de scope. Donc, vous voyez que là, périodiquement, j'ai une sélection, ma foi, qui semble s'opérer, ok. À relativement basse vitesse, on a cette espèce de pattern de sélection, mais ok. Mais la conclusion là, c'est qu'a priori, on a au moins deux blocs de VRAM pour lesquels les lignes restent désespérément à l'état haut, et donc sans activité. On va essayer de remonter un petit peu plus en amont. Ok, alors je viens de comprendre pourquoi je n'avais pas d'activité sur les lignes de sélection des banques 2, 3 et 4. En fait, c'est lié au fonctionnement du système. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à retracer à l'écran, autrement dit, s'il n'y a pas de rafraîchissement à effectuer sur certains éléments de l'écran, je n'ai pas besoin de modifier le contenu de la banque de VRAM associée. Que j'ai de l'activité en permanence sur les lignes 0 et 1, c'est normal parce que c'est les traces A et B, et là, l'instrument il est en mode acquisition permanente, donc il y a en permanence des données qui sont poussées dans la VRAM, banque 0 et banque 1. Par contre, quelque chose d'intéressant, là je suis sur la banque 3, sélection de la banque 3, si je active ou désactive, en tout cas si je demande à désactiver ou à activer la graticule, vous voyez qu'à chaque pression, j'ai besoin de retracer le contenu de la VRAM 3 et VRAM 4, j'ai fait l'essai là sur les deux, et j'ai bien des signaux de sélection pour aller rafraîchir le contenu de la VRAM. Sauf que j'ai toujours pas l'apparition de la grille sur l'écran. Donc c'est visiblement pas les lignes de sélection qui déconnent, c'est quelque chose probablement encore après. Chacune des vidéobanques est convertie sous forme de données série par un registre à décalage dédié, avant d'être envoyée vers la Color Table Map, qui finalement est en charge d'appliquer la coloration pour construire l'image sur le tube cathodique. Et il s'avère que c'est précisément ce que je suis en train d'observer ici. Donc la sortie de chacun des registres à décalage des 5 vidéobanques. Alors oui, il n'y a que 4 fils, il y en a un qui s'est débranché au moment où j'ai inséré la carte dans l'analyseur. Alors il faut savoir que c'est assez compliqué, je suis allé faire ça avec des petits grip fils d'analyseur logique.
c'est pas évident. J'ai accepté le sort du 5e grip field, 5e vidéobank, c'est pas grave. Mais à ce stade-là, déjà, on peut observer des choses intéressantes. Par exemple, ici, eh ben, on a la sortie sous forme série de la vidéobank 0. Donc il y a de l'activité sur la ligne, c'est plutôt bon signe. On peut répéter la manip et aller observer la sortie de la vidéobank numéro 1, comme ça. Là, à nouveau, j'ai de l'activité, pas de souci. On va faire ça sur la vidéobank 2. Alors les fils, hein, les numéros sur les fils suivent la logique de l'instrument. Alors c'est galère, hein, à une main, je ne vais pas vous mentir. Tac, voilà, si j'arrive. Voilà, ça c'est la vidéobank numéro 2. Ok. Et puis là où ça devient intéressant, vous me voyez venir, c'est sur la vidéobank numéro 3. Tac. On n'a absolument aucune activité. La ligne reste désespérément à l'état haut. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que finalement, ça correspond un petit peu, si on se pose 2 secondes, à la tête de l'affichage. J'ai un affichage qui est anormalement lumineux, ou je dirais anormalement contrasté. Et ça me va plutôt pas mal parce que si l'entièreté de ce qu'on pousse sur la ligne série, c'est quelque chose à l'état haut et que l'état haut, ça correspond à une luminosité plus forte, bah moi, ça me va bien d'avoir un affichage qui a cette tête. Donc, je vous propose d'aller inspecter de plus près, finalement, pourquoi ce registre à décalage de la vidéobank 4 ne bouge pas. Pour cette mesure, j'ai changé la position de mes points d'analyseur logique et je suis en train d'observer la sortie série du registre à décalage qui traite des bits 16 à 8 pour chacune des 5 vidéobanks. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 sondes cette fois-ci. Et là, ce que j'observe, c'est que pour chacune des vidéobanks, donc là notamment je suis sur la 5e, j'ai de l'activité sur les lignes. Ce qui me suggère que les registres à décalage qui sont en charge donc de faire la conversion parallèle vers série de la partie supérieure de chaque vidéobank fonctionnent. Là, par exemple, si je recable la vidéobank numéro 3, vous allez voir que voilà, j'ai de l'activité. Alors que tout à l'heure, sur la sortie du second registre à décalage de la vidéobank 3, je n'avais pas d'activité. J'avais une ligne qui était bloquée à l'état logique haut. Ce qui me suggère donc qu'on a probablement un défaut, à minima, sur le registre à décalage qui s'occupe de la partie basse de la vidéo RAM, donc les bits de 0 à 7, sur la banque numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. C'est difficile de ne pas s'embrouiller. Mais a priori, on est en train de circonscrire le problème à un registre à décalage qui s'occupe donc des vidéobanks supérieures. Ok, donc pour confirmer le diagnostic, je suis allé placer à nouveau mes 5 pinces d'analyseur logique sur la sortie des registres à décalage qui combinent donc à la fois la partie haute du bus d'adresse et la partie basse du bus d'adresse, sous forme série donc. Et puis, j'ai donc à disposition ici les 5 vidéobanks. Je vais commencer par la 5e. Vous voyez que la 5e, j'ai de l'activité sur la ligne. Je vais basculer sur la 3e, donc celle qu'on soupçonne depuis tout à l'heure quand même d'être défectueuse. Hein. La première mesure qu'on avait fait devant l'entrée du color map table avait montré une ligne bloquée à l'état haut. Et puis, sans grande surprise, on retrouve cette ligne bloquée à l'état haut sur la sortie du registre à décalage qui combine les 16 bits de la 4e vidéobank. Et si là, je continue à descendre, donc 2, tac, j'ai de l'activité sur l'oscilloscope, je change, 1, activité, et puis la dernière, la 0, donc trace, théoriquement la trace A, tac, et vous voyez qu'il y a de l'activité. Ça semble donc être le registre à décalage, U je ne sais plus combien, quelle est la référence, le désignateur. On va le sortir, et on ne va pas le remplacer pour l'instant, on va juste le sortir, et je vous parie que déjà, on va perdre cet aspect blanchâtre, cette trop forte luminosité ou ce contraste dégueulasse sur l'écran, puisqu'au lieu d'avoir une ligne à l'état logique haut, bloqué, on aura plutôt quelque chose de flottant, voire 0. J'ignore à quel niveau est tirée la ligne logique, en l'absence de pilotage, mais je vous parie qu'on va peut-être perdre cet aspect bizarre sur l'écran. Alors je vous montre avant d'attaquer le débrasage de la puce, c'est donc ce registre à décalage que nous allons dessouder, parce qu'a priori, alors son copain du haut, il est bon, il sort ses données sous forme série, par contre, lui,
bloqué à l'état logique haut. Alors, avant de dessouder la puce, pour l'exercice, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas un short évident, genre entre la sortie et le VCC, parce que ce serait dommage de sortir une puce alors que c'est une conséquence d'une mauvaise brasure ailleurs. Donc je vais quand même faire quelques contrôles d'impédance rapide pour vérifier que la ligne n'est pas bloquée par autre chose. Et sinon, on sortira la puce et on va voir ce que ça donne déjà. J'ai dessoudé le registre à décalage et je l'ai remplacé par un support de circuit intégré ici. Et également, j'en ai profité pour établir une connexion entre la broche 17 et la broche 10. La 17, c'est la sortie du registre à décalage et 10, c'est le GND. En faisant ça, je souhaite forcer l'état de la ligne au GND, alors qu'avant, on avait bien vu qu'on avait une ligne qui était bloquée à l'état logique haut. Et je vous fais le pari qu'en bloquant cette ligne à l'état logique bas, on va faire disparaître l'aspect blanchâtre de l'écran. On ne va absolument pas rétablir la présence de la partie de l'IHM qui nous manque, donc les soft keys, la grille et compagnie, mais on devrait juste faire disparaître l'aspect blanchâtre. On va réinsérer la carte et on va voir ce que ça donne. Bingo! Vous le voyez, on a perdu cette espèce d'aspect bizarre blanchâtre sur l'écran de l'analyseur. Évidemment, on n'a pas récupéré les parties de l'IHM qui manquent, puisqu'elles sont stockées dans la vidéobank 4, et comme on a retiré le registre à décalage de sortie, pas moyen d'avoir les données. C'est confirmé, hein, d'ailleurs, si j'essaye d'activer ou désactiver la grille, vous voyez qu'il n'y a aucun changement. Par contre, on est très probablement sur la bonne piste. Donc on va remplacer ce registre à décalage par une puce neuve, et on va voir si on récupère le reste de l'IHM. Voici la nouvelle puce sur son support. C'était une référence assez classique, une 74 ALS 299. Et avec ça, on devrait pouvoir récupérer l'intégralité de l'interface utilisateur de l'instrument. Allez, c'est parti. Et voilà, on a récupéré la grille et le reste des soft keys. Maintenant, je peux aller me balader dans les menus et voir où est-ce que je clique, chose qui était plutôt impossible avant. Et enfin, je peux faire apparaître ou disparaître la grille. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir essayer de s'amuser un petit peu avec l'instrument, faire des mesures sur quelques composants passifs, notamment des petites inductances, je dirais. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Avant d'aller faire quelques mesures avec cet instrument, je voudrais vous dire un mot sur pourquoi cette panne elle est particulièrement pénible à diagnostiquer, malgré la présence d'autotests au sein de l'instrument. Vous le voyez, là, je suis en train d'afficher, alors c'est pas vraiment une mire, mais je suis en train d'afficher des motifs de couleurs différents. Et il s'avère que parmi toute la panoplie d'autotests intégrés dans le HP, j'en ai pas un seul qui me permet de diagnostiquer correctement cette panne. Pourquoi? Alors je vais quitter les menus autotest et on va repartir ici. Donc pour ceux que ça intéresse, on a More Menus et on a ici le Self-Test Menu. On fait Entrée. Et on a toute une liste d'autotests que l'instrument peut exécuter. Et si on fait défiler, on va avoir au bout d'un moment des tests qui sont relatifs, par exemple, aux puces de vidéoram. Donc on a plein de tests sur le tube cathodique, mais ici on a bien vu que ce n'était pas du tout un problème analogique. Ok. Et puis on a des tests, notamment le numéro 104, qui s'appelle le VRAM test. Et ce test, je l'ai exécuté. Et je l'ai exécuté avant de remplacer la puce. Et malgré ça, il était passe le test. Pourquoi est-ce qu'il était passe? Parce que le but de ce test, c'est de pousser des choses sur le bus de données, de les stocker à des adresses dans les différentes banques de VRAM, et puis d'aller le relire pour voir si les puces sont volatiles ou non. Or, le registre à décalage, il n'intervient pas dans ce process. On ne teste ici que les puces de VRAM, donc en rentrer des données et les relire plus tard. Le registre à décalage, lui, il est un step après. C'est lui qui fait une conversion parallèle vers série du contenu de ces VRAM qui sont répartis dans les 5 banques de mémoire. J'ai pas de test ici qui me permettent d'aller apprécier si j'ai un de ces registres à décalage qui est foutu. Et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien imaginé un test du style remplir chacune des banques de VRAM et puis les pousser et remplir l'affichage avec. Ça peut être un truc très con, genre une couleur par VRAM. Et a priori, ce test, il n'existe pas. Ou alors, il est caché, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tests dans certains instruments HP qui ne sont pas documentés et qui peuvent être cachés. Mais j'ose pas taper au pif des numéros de self-test, parce qu'il y en a certains qui sont un peu violents, du style genre effacer des EPROM, même si souvent il y a des cavaliers qui permettent de pas avoir la main sur le Write Protect que depuis le soft. Mais je me méfie quand même des self-tests à taper au pif. Voilà.
Donc ce petit message pour vous dire que cette panne, méfiez-vous, si tous les tests passent, peut quand même y avoir des choses qui ne sont pas courantes dans l'autotest des instruments. On va finir cette vidéo sur un exemple d'utilisation de l'instrument. J'ai ici une grande inductance reliée sur l'analyseur par l'intermédiaire donc de pinces Kelvin, donc c'est de la mesure 4 fils, ok. Chacune des armatures de la pince sont reliées à des terminaisons de l'instrument, donc le iPot, iCur et LCur, LPOT. Et puis on peut obtenir comme ça des tracés d'impédance. On voit ici que, grosso modo, dans le domaine, je dirais, des basses fréquences, là, une centaine de Hertz, eh bien, cette inductance vaut à peu près une soixantaine, 66 000, 64 micro-henry. Et puis, on va voir que en montant en fréquence, donc la fréquence ici de mon marqueur est modélisée, je suis à 2,6 mégas, j'augmente, et vous voyez que je vais avoir une espèce de résonance à cet endroit-là, où mon inductance, n'est plus une inductance. Là, je suis autour de 5,7 MHz, et vous voyez qu'à ce stade-là, ce composant ne se comporte plus comme une inductance. On a franchi ce qu'on appelle la résonance série pour ce composant. Et puis, on a différentes façons de représenter ça. Là, ici, j'utilise la représentation LS-RS, donc inductance série, résistance série, mais je peux aussi avoir une représentation sous forme Z-θ, donc impédance, module de l'impédance phase. Hop, refaire le tracé. On peut faire un autoscale sur les deux traces. À nouveau, je vais retrouver cette transition entre le moment où mon composant est une inductance versus le moment où ça n'est plus une inductance. Donc cette transition, on l'a vu, elle a lieu à peu près là autour de 5,7 MHz. Et puis une autre fonctionnalité plutôt sympathique de cet instrument, c'est que je peux obtenir à partir de ces mesures un modèle équivalent de mon impédance sous test. Donc pour ça, ça se passe dans More Menu. J'ai un menu qui s'appelle Equivalent Circuit. Et là, je peux lui demander de me donner le modèle équivalent de mon inductance. Donc là, je vais choisir ce modèle-ci, donc une inductance en série avec une résistance, en parallèle l'ensemble avec une capacité, ce qui peut par exemple représenter la capacité interspire. Je lui demande de calculer les paramètres du circuit équivalent, et voilà, on a le résultat immédiatement, avec la résistance, l'inductance et la capacité. Donc c'est un instrument qui est vraiment très puissant parce que ça, pour le coup, on peut ensuite se servir de ce modèle équivalent pour le rentrer dans un simulateur électronique et travailler avec une modélisation la plus exacte possible de cette inductance, telle qu'on la retrouverait dans notre circuit en pratique. Donc c'est un instrument qui est extrêmement puissant, à la fois par ses mesures, par la panoplie de mesures qu'il est capable de faire, et puis même sa capacité à modéliser des circuits équivalents sans aller faire appel à un logiciel sur PC. Donc c'est vraiment un instrument qui est top, et je vous parle même pas de sa capacité à aller mesurer des amplis ou des filtres. Je vais voir si j'ai ce qu'il faut sous la main, mais on va peut-être même se faire une démo ici là, pour tracer par exemple la réponse d'un filtre. Une autre possibilité pour exploiter cet instrument, c'est d'utiliser sa section gain phase, qui, comme son nom l'indique, permet d'apprécier la réponse en termes de gain et de phase d'un système linéaire, comme par exemple un filtre ou un amplificateur. Et il s'avère que c'est très précisément ce qu'on est en train de faire dans cet exemple ici. On a le tracé de la réponse d'un filtre en termes de gain et de phase. Et il s'avère qu'ici c'est un filtre passe bas avec une fréquence de coupure à 1 MHz. Alors si on en croit à la fois l'écran de l'afficheur et puis la sérigraphie présente sur le filtre. Voilà, donc c'est un instrument assez versatile qui trouvera sa place dans tout bon laboratoire d'électronique de puissance ou d'électronique analogique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu aider éventuellement des gens qui rencontrent également ce problème sur leur instrument. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à une prochaine.